Couple of questions, just to begin with here. You never went to college, did you? Nope. All this talk about free college, and you can't make it unless you went to college. How far in high school did you go? Finished the ninth grade. Ninth grade. En gros, je me suis formé tout seul. J'ai toujours acheté et vendu des choses. Mon père tenait une petite boutique de numismatique. Je rêvais d'un prêteur sur gage. Le monde de Rick Harrison s'est effondré et les erreurs de son fils ont tout détruit. Le glorieux empire du prêteur sur gage est englouti par les procès, les trahisons et les scandales qui semblent ne jamais vouloir s'arrêter. Les querelles familiales se sont transformées en batailles juridiques. Des experts de confiance ont été démasqués comme des imposteurs et même le magasin lui-même peine à survivre. Restez à l'écoute, car le coup de grâce approche. C'est pire que tout ce qu'on aurait pu imaginer. Construite pour durer ou vouée à l'échec. La boutique de prêt sur gage Gold and Silver de Las Vegas a commencé comme une simple entreprise dirigée par Richard Oldman Harrison. C'était un homme dur, compétent et qui savait gérer l'affaire. À son décès, en 2018, tout a basculé. Rick, le fils qui avait transformé la boutique familiale en une émission de télévision à succès, a dû se débrouiller seul, sans la sagesse de son père. Il s'avère qu'il était moins doué pour maintenir l'unité familiale que pour faire fructifier son argent. Des objets de collection rares. Et alors que la boutique semblait pouvoir surmonter toutes les épreuves, une trahison interne a menacé de tout faire basculer. L'émission Pawn Stars a connu un succès fulgurant lors de sa diffusion sur History Channel en 2009. Le concept était génial. Les clients apportaient des objets insolites, parfois inestimables, et Harrison décidait s'il valait la peine d'être acheté. Heureusement, aucun des Playboys ne volait d'argent, la plupart étaient en très mauvais état, et il n'y avait pas de trésor à la clé. Dommage. On s'occupera de vous. Merci d'être venu. Merci aux fans. J'ai adoré le mélange d'histoire de l'entreprise et de divertissement, sans oublier les échanges familiaux incessants et Chumley, l'employé loufoque du magasin, devenu un chouchou du public. Mais en coulisses, l'ambiance était loin d'être aussi légère. Il y a d'abord eu le drame juridique avec la propre mère de Rick, Joanne Harrison. La querelle familiale a éclaté lorsqu'elle a accusé Rick de l'avoir escroqué en la dépossédant de ses parts dans l'entreprise. Elle a affirmé qu'après s'être réveillée d'un coma au début des années 2000, Rick, il l'a forcé à céder ses 51% de parts dans le prêteur sur gage, une décision qu'elle a regrettée par la suite. Au décès de Richard Harrison, Joanne était censée hériter de ses 49% de parts, mais Rick refusait de lui fournir les documents nécessaires. Elle prétendait même ne pas pouvoir obtenir un relevé précis de plus de 500 $0 en espèces et en argent. La situation a dégénéré au point que Joanne a poursuivi son propre fils en justice, réclamant sa part et obtenant une injonction pour l'empêcher de vendre les biens. Rick a répliqué en affirmant que sa mère était manipulée par des influences extérieures. S'en sont suivies des poursuites judiciaires et des accusations réciproques. Ce n'était pas qu'un simple drame familial, c'était une véritable guerre. Et comme si la situation ne pouvait pas empirer, l'entreprise elle-même a commencé à péricliter à cause de la pandémie de COVID-19. Les profits des prêteurs sur gage ont chuté. L'établissement qui rapportait plus d'1 million de dollars par an a à peine engrangé 37 $0 en 2020. Mais même ce coup dur financier était insignifiant comparé au désastre personnel des participants à la série. Parlons de Chumley. Pendant des années, il a incarné le personnage comique, le type pas très futé qui parvenait tant bien que mal à conserver son emploi. Hors des plateaux, une autre histoire. En 2012, il a été filmé lors d'une bagarre de rue. Puis, en 2016, la police a perquisitionné son domicile dans le cadre d'une enquête pour agression sexuelle. Ils y ont trouvé de la méthamphétamine, de la marijuana, des armes non déclarées et bien des ennuis. Les accusations d'agression sexuelle ont été abandonnées, mais celles concernant les drogues et les armes illégales ont été retenues pour 330 $0, plus 30 $0 supplémentaires. Chumley a dû plaider coupable pour éviter la prison. Après cela, il s'est fait discret, mais sa réputation a été irrémédiablement ternie. Le fils de Rick, Corey, est un grand coureur de jupons. Harrison a également eu son lot de débordements lors d'un voyage à moto. Il a eu des problèmes dans un bar, a uriné en public et a jeté un tabouret, ce qui lui a valu une expulsion rapide. Comme si cela ne suffisait pas, il s'est ensuite retrouvé impliqué dans un procès concernant un camping-car loué qu'il aurait endommagé et pour lequel il aurait refusé de payer.
Le propriétaire a affirmé que l'assistant de Corey avait inventé des excuses et retardé la restitution du véhicule. Lorsqu'il a finalement été rendu, il était saccagé à l'intérieur comme à l'extérieur, jonché de bouteilles et autres détritus. Le propriétaire a estimé les dégâts à... Les dommages s'élevaient à 30 $. Corey a bien sûr nié toute responsabilité. Les scandales ne se sont pas arrêtés aux acteurs principaux. L'émission faisait appel à des experts en objets rares, mais même eux ont eu leur lot de controverses. L'un des experts en jouets, Johnny Jimenez Jr., a été arrêté pour violence conjugale. L'expert en autographe, John Reznikoff, a été pris en flagrant délit d'identification erronée d'une signature, prouvant que même les soi-disant experts n'étaient pas infaillibles. Mais le coup le plus dur est venu de Drew Max, un expert en souvenirs sportifs. Il a été démasqué pour avoir authentifié de faux objets. Il utilisait sa notoriété télévisuelle pour gagner la confiance des acheteurs, puis les escroquait en leur vendant des objets de collection sportifs sans valeur. Les fans ont commencé à se demander si toute l'émission n'était pas une arnaque. Puis il y a eu Olivia Black. Elle a rejoint Pawn Stars en 2012 et est rapidement devenue une favorite du public. Mais elle a ensuite disparu. Des photos d'elle nue, datant de son passé, ont refait surface en ligne et les producteurs de l'émission l'ont renvoyée sans hésiter. Les fans étaient furieux qu'elle n'ait pas été renvoyée du magasin de prêt sur gage lui-même, mais seulement de la boutique. Elle a ensuite poursuivi une carrière de mannequin et d'actrice de films pour adultes, prouvant qu'elle ne laisserait pas l'émission la définir. Les choses ont empiré lorsque le prêteur sur gage a été accusé d'avoir fondu une collection de pièces anciennes volées. Un homme a affirmé que sa nièce lui avait volé sa collection d'une valeur de 50 $ et l'avait vendue à Gold and Silver Pawn. Il a fini par faire faillite en 1981 et, tout à coup, il s'est dit « On va vivre au pays de cocagne. On va à Las Vegas ». Mais lorsqu'il a essayé de récupérer ses pièces, les pièces avaient disparu. Le magasin a prétendu ne pas pouvoir les identifier et les avoir probablement fondues, laissant l'homme sans rien. Même les projets commerciaux de Rick en dehors du prêteur sur gage ont échoué. Il a tenté de lancer Pawn Plaza, un centre commercial avec des boutiques et des restaurants, espérant un succès grâce à la notoriété de l'émission. Ce fut un échec. Les commerçants ont accusé Rick de ne pas avoir fait de promotion et de nombreux commerces ont fermé. Des poursuites judiciaires ont suivi et Pawn Plaza est devenu un autre échec. Au fil des ans, Pawn Stars a perdu de son authenticité auprès des fans. J'ai commencé à remarquer que tout semblait scénarisé. Le côté spontané et amusant avait disparu. Au lieu de vrais clients arrivant avec des objets intéressants, l'émission mettait tout en scène. Les disputes entre les participants paraissaient fausses et l'ensemble s'est transformé en feuilleton familial. L'émission qui, autrefois, éduquait les téléspectateurs sur l'histoire et les antiquités était devenue un fiasco de télé-réalité. À la diffusion de la 21e saison, la magie avait disparu, les audiences sont chutées, les scandales se sont accumulés, et ce qui était autrefois une version originale et divertissante du concept de prêteur sur gage s'est effondré. La boutique s'est transformée en une autre émission de télé-réalité, noyée sous la controverse. Mais alors qu'elle pensait avoir tout vu, une découverte inattendue allait remettre en question tout ce qu'elle croyait savoir sur les objets de collection rares. Un vélo. Un bonus et du bling-bling. Chumlee était simplement en train de faire quelques courses ennuyeuses pour la boutique lorsqu'un objet l'a interpellé. Là, il se dressait fièrement dans une allée, tel un trophée étincelant, le Space Lander. Chumlee s'y connaissait un peu en vélo, et celui-ci était un véritable bijou. Il n'en avait vu qu'un seul en photo, peut-être dans un... Il était déjà passé devant un musée, mais jamais de près. C'était tout simplement trop beau pour le laisser passer, alors il s'est arrêté pour l'examiner. Le propriétaire était un passionné de moto à l'ancienne. Ce n'était pas n'importe qui avec une vieille bécane au garage, c'était sa fierté, son trésor. Il la possédait depuis le début des années 60, l'ayant reçue pour Noël. Disons simplement qu'il n'était pas vraiment pressé de s'en séparer. Ce qui n'est pas surprenant, vu qu'il ne restait quasiment plus aucune de ces motos au monde, conçues par un ancien ingénieur de Tucker Automobile. Seuls 80 exemplaires environ ont été fabriqués, la plupart finissant dans des caves ou à la casse, faute de grandes marques de motos prêtes à les produire en masse. C'est ce qui rend celui-ci incroyablement rare. Chumlee devait agir avec prudence, conscient que c'était une occasion unique. Le vendeur a proposé la somme astronomique de 20 $, mais il n'allait pas se laisser faire. Il a commencé modestement, visant 700 $. Mais le vendeur n'était pas dupe. Après quelques négociations serrées, ils se sont finalement entendus sur 870 $.
Pas donné, certes, mais une véritable aubaine. Chumley conclut l'affaire en lui serrant la main, scellant ainsi l'un de ses meilleurs achats. Mais le vrai test l'attendait au magasin. Il venait de dépenser une somme considérable pour un vélo et ignorait comment Rick réagirait. Comme prévu, Rick n'était pas vraiment ravi d'apprendre le montant dépensé par Chumley. Mais une fois le vélo en état, tout changea. Ce n'était pas une vieille bécane délabrée. Celle qu'on trouvait dans les magasins de vélos invendables finissait à la casse. Il n'en existe qu'une poignée, conservée dans des collections privées ou des musées. Celle-ci était restée intacte pendant des décennies, avec sa peinture d'origine en partie. Un véritable rêve pour un collectionneur. Rick, fidèle à lui-même, avait besoin de connaître la valeur de la moto. Chumley s'y connaissait. Ces motos se vendaient entre 12 et 20 $, parfois plus si le bon acheteur se présentait. Celle-ci était dans un état exceptionnel. Rick dut admettre que c'était une excellente affaire. C'est alors que les choses prirent une tournure inattendue. Au lieu de se faire réprimander, Chumley a eu une surprise. Sa toute première prime, 11 $0 net, directement de Rick, en billets de 5 $ pour ceux qui comptent. Le patron du magasin avait remarqué l'habileté de Chumley ces derniers temps et cette transaction était de la cerise sur le gâteau. Un tel coup mérite d'être reconnu. Et pour une fois, il n'était pas celui qui faisait des bêtises, mais celui qui rapportait de l'argent au magasin. Alors, qu'a fait Chumley de cet argent supplémentaire? Eh bien, si quelqu'un le connaissait, il savait qu'il n'allait pas l'investir dans des actions ennuyeuses, ni même faire des économies. Qui en avait besoin? Il n'avait qu'un seul plan, des dents en or, un grills and or sur mesure. Parce que pourquoi pas? Dès qu'il eut l'argent en main, il s'imagina déjà arborer ce sourire étincelant. Rick, essayant de le raisonner, lui suggéra quelque chose de plus pratique. Des actions Apple, des actions Google, un investissement d'avenir. Chumley n'en démordait pas. Pour lui, les dents en or étaient le meilleur investissement qui soit. Et sur cette décision, il se dirigea droit vers le bijoutier, des visions d'or brillants et de diamants dansant dans sa tête. Ce Spacelander était bien plus qu'une simple moto. C'était une trouvaille rare, un morceau d'histoire, une affaire comme on n'en voit pas souvent. Le fait qu'elle ait permis à Chumley de toucher son premier bonus la rendait encore plus savoureuse. Le magasin avait vu passer son lot d'achats insolites, mais celui-ci était vraiment exceptionnel. Cette moto n'était pas un simple objet de collection prenant de la poussière. Elle avait une histoire, un héritage et un propriétaire qui l'avait chérie pendant des décennies. Elle avait été construite à la fin des années 1950 par un ingénieur qui... L'homme qui a conçu ce vélo nourrissait de grands espoirs de révolutionner l'esthétique des bicyclettes. Ingénieur chez Tucker Automobile. Il en a fabriqué environ 80 exemplaires et les a distribués dans les magasins de vélos aux États-Unis et en Europe, espérant un succès fulgurant. À l'instar de Schwinn, il n'en a produit qu'une poignée, misant sur un engouement immédiat. Mais face à l'indifférence des grandes marques, la plupart de ses créations ont disparu. Mises au rebut ou oubliées dans des caves et des entrepôts, le cadre était en fibre de verre. Inédite à l'époque, elle arborait une silhouette moderne et élégante, tout droit sorti d'un film de science-fiction. Son design original intégrait même des feux à piles dans le cadre, une véritable révolution pour l'époque. Chaque élément de la moto respirait l'innovation, des garde-boue incurvés aux protège-chaînes uniques. Elle était bien en avance sur son temps, et c'est sans doute pourquoi elle n'a jamais rencontré le succès escompté. Le public n'était tout simplement pas prêt. Son propriétaire l'a conservée en parfait état pendant plus de 50 ans. Repaint, jamais modifiée, jamais laissée à l'extérieur à rouiller. C'était le genre de pièce que les musées s'arracheraient. Et pourtant, elle était restée tout ce temps dans un garage, attendant la bonne personne qui saurait l'apprécier à sa juste valeur. Sun savait que c'était un pari risqué. Il misait près de 99 $0 sur un objet qui pourrait mettre du temps à se vendre. Mais il savait aussi que pour le bon collectionneur, c'était une occasion unique. Les gens payaient des sommes astronomiques pour des vélos anciens, surtout des modèles aussi rares. Il n'en restait que quelques-uns au monde et chacun de ceux qui apparaissaient sur le marché disparaissait rapidement. Rick n'était pas du genre à dépenser sans compter sans stratégie. S'il était prêt à récompenser Chumley d'une prime, c'est qu'il croyait vraiment en l'affaire. Il avait vu passer beaucoup d'achats douteux au fil des ans, mais celui-ci était différent. C'était quelque chose de spécial, de rare, quelque chose qui pouvait générer un profit considérable. Certains achats marquent l'histoire, d'autres font les gros titres, et puis il y a ceux qui font parler d'eux. Remettez en question votre jugement lorsque l'hydraulique prend le pas sur le bon sens face à des décisions regrettables. Chumley ne déçoit jamais. Cette fois-ci,
Tout tourne autour d'une vieille Buick Regal qui, pour une raison obscure, a dû être amenée dans son magasin. On dirait qu'elle a été téléportée directement des années 80, arborant une peinture criarde aux couleurs néon criardes, symbole de la crise de la quarantaine. Le vendeur est arrivé avec l'intention de se débarrasser de cette relique, prétextant une collection de véhicules qui s'agrandit. Il comptait empocher au moins 250 $, même s'il était mentalement prêt à se contenter de 2 zéros. La vérité, cependant, était évidente pour quiconque s'y connaissait en voiture. Investir des sommes exorbitantes dans un véhicule de collection n'en augmente pas miraculeusement la valeur. En réalité, il s'agissait d'une épave rutilante dotée de jantes hors de prix. Le propriétaire avait fait un argumentaire de vente convaincant, la présentant comme le summum du luxe américain. Il se vantait d'avoir entièrement rénové l'intérieur en changeant les sièges, le volant et le système audio. L'extérieur, quant à lui, avait été décoré avec... Il avait opté pour des motifs lowrider traditionnels et de nouvelles jantes. Le moteur V6 d'origine avait été remplacé par un V8. Selon lui, c'était un chef-d'œuvre de personnalisation. Cependant, quiconque doté d'un minimum de bon sens savait que des modifications, même coûteuses, ne faisaient pas d'une voiture une véritable mine d'or. La valeur de revente d'une Buick Regal de cette époque restait désespérément basse, malgré tous les efforts déployés pour la remettre en état. Vint alors le moment que tout le monde redoutait, l'arrivée du plus gros client impulsif du garage. Ses yeux se sont fixés sur la voiture et le mal était déjà fait. Il était hypnotisé. Au lieu de garder son sang-froid comme tout bon négociateur l'aurait fait, il s'est immédiatement extasié sur le véhicule. Le vendeur devait se réjouir intérieurement. L'acheteur, Surexity, était déjà conquis et le prix allait bientôt en témoigner. Il était temps de parler prix. Le vendeur avait investi au moins 10 000 $ dans ce véhicule, mais au fond de lui, il savait qu'il ne récupérerait jamais cette somme. Il a donc annoncé avec assurance un prix de 200 $, espérant un miracle. Les gens adorent personnaliser leur voiture. Ils investissent des sommes considérables dans des jantes coûteuses et des peintures personnalisées, mais cela n'augmente en rien sa valeur. La contre-offre était loin d'être flatteuse, un 0 $. C'est là que les négociations ont vraiment commencé. Le vendeur insistait sur le fait que le prêt pour les pneus valait 11 000 $, ce qui ne faisait que souligner le caractère discutable de ses choix d'achat. Les allers-retours entre les deux parties étaient pénibles. Le vendeur refusait de descendre en dessous de 2 000 $ et, au lieu de se retirer impulsivement, l'acheteur décida que c'était une affaire acceptable, et la vente fut conclue sur le champ. Le client le plus imprévisible du prêteur sur gage venait d'acquérir un véhicule vieux de plusieurs décennies qu'il n'aurait jamais dû posséder. Avec sa dernière acquisition en main, il perdit son temps à faire des projets. Encore de l'argent allait partir en fumée. L'étape suivante était Count's Customs, un atelier réputé pour transformer de vieux véhicules en quelque chose d'un peu plus acceptable. De retour au prêteur sur gage, le reste de l'équipe savait ce qui allait se passer. Leur collègue? Il n'avait aucun contrôle sur lui-même lorsqu'il s'agissait de dépenser de l'argent dans des achats futiles. Quelques jours plus tard, il est revenu à la boutique, tout sourire, impatient de dévoiler ce qu'il considérait comme son dernier chef-d'œuvre. La réaction de ses collègues était prévisible. Personne n'a été impressionné. Le propriétaire du magasin, un homme qui en avait vu de toutes les couleurs en matière de finances, n'arrivait pas à croire que 2 000 $ aient été gaspillés pour une voiture qui méritait à peine une place à la casse. Son expression à elle seule en disait long. Il résuma son opinion sur la question, mais ce n'était que le début de la catastrophe financière. 33 000 $ supplémentaires avaient été engloutis dans ce gouffre sans fond. L'investissement total s'élevait à la somme rondelette de 5 000 $. Le résultat de ces dépenses excessives? Une voiture qui sautait. C'était la grande transformation. Un système hydraulique avait été installé et la voiture pouvait désormais rebondir sur commande. C'était le summum de la prise de décision douteuse. Le propriétaire du magasin secoua simplement la tête, résigné. Le doyen de l'atelier, réputé pour son franc-parler, avait l'avis le plus direct. C'était la chose la plus ridicule qu'il ait jamais vue. Mais le nouveau propriétaire du véhicule, insensible à la critique, s'empressa de faire la démonstration du système hydraulique, faisant joyeusement rebondir la voiture comme un enfant avec un nouveau jouet. Il eut même l'audace de proposer de faire un tour au doyen, offre que celui-ci refusa catégoriquement d'un regard blasé. Au final, 5 000 $ avaient été récoltés. Après avoir investi dans un véhicule dont personne d'autre ne voulait, le vendeur est reparti avec 2 000 $ en poche, sans doute ravi que quelqu'un ait été assez naïf pour lui en prendre.
Pendant ce temps, le client le plus dépensier du garage était persuadé d'avoir fait l'achat de sa vie. Était-ce un gaspillage d'argent inconsidéré ou l'expression ultime d'une passion automobile? Partagez votre avis dans les commentaires. Aimez, abonnez-vous et partagez pour découvrir d'autres histoires captivantes.